Bonjour à tous, bienvenue sur les rendez-vous d'actualité webinaire après cette période estivale. J'espère que nous nous retrouvons tous dans de bonnes conditions, que vous allez tous bien et que la reprise n'est pas trop difficile en cette rentrée. Alors, vous le savez, la loi d'urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet et avec elle, progressivement, toutes les mesures mises en place pour aider les entreprises à traverser cette période difficile. Et effectivement, avec la fin de ces mesures, se posent des grandes questions autour de l'emploi, notamment l'emploi sera-t-il le grand perdant de cette période qui s'ouvre avec cette rentrée? À quelles grandes décisions vont devoir faire face les élus et comment peuvent-ils y répondre? Ce sont toutes ces questions aujourd'hui auxquelles on vous propose de répondre avec Alexandre Pichori et Yann Barkouda du cabinet AKP Conseil sur Paris, experts comptables et juristes tous deux. Donc, ils vous répondront à toutes ces questions, mais avant de leur laisser la parole, je vous rappelle les règles de fonctionnement de ce webinaire. Donc, vous avez un chat à votre disposition qui vous permet éventuellement de nous signaler des problèmes de réception ou de diffusion. Et vous avez un onglet questions à votre droite qui recueillera toutes les questions pendant ce webinaire que je me ferai un plaisir de poser à la fin de cette intervention à Alexandre et à Yann. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les regroupe et je les pose en fin d'intervention. Merci à tous et je vous cède tout de suite la parole. N'oubliez pas d'ouvrir le micro. Voilà. Bonjour madame, bonjour à tous. Madame Renard, bonjour, merci pour cette introduction. Donc effectivement, pour une présentation rapide de notre cabinet, nous sommes un cabinet d'expertise comptable basé à Paris, spécialisé dans les CSE. Et donc à ce titre, nous intervenons notamment dans l'assistance des élus du personnel dans le cadre de leur rôle économique. Nous y reviendrons à travers cette intervention. Et je suis accompagné aujourd'hui par Yann Barkouda, Yann qui est juriste au sein du cabinet, juriste spécialisé bien évidemment en droit du travail. Donc à ce titre, nous sommes, je dirais, en front line des enjeux auxquels sont confrontés les élus du personnel et enjeux qui sont d'autant plus importants depuis cette fameuse crise Covid qui a débuté en début d'année, qui s'est concrètement formalisé en France avec un confinement au mois de mars et qui a quasi immédiatement engendré une crise économique. Et cette crise économique, évidemment, elle a un impact sur les entreprises et donc un impact sur le rôle d'élus du personnel. Donc, à travers cette intervention, nous allons un peu vous donner un état des lieux de ce que vous, élus du personnel, devez ou pouvez faire dans ces situations. Alors, Madame Renard l'a rappelé, vous avez cette possibilité de poser des questions. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Donc, l'intervention, vous le connaissez, vous le savez, se déroulera en deux grandes étapes. La première étape, nous allons dérouler l'ensemble du support. Vous posez vos questions au fur et à mesure. Et puis, cette deuxième étape où nous allons répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, je vous rassure, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous y répondrons à titre privé puisque nous aurons vos coordonnées et donc nous aurons la possibilité de pouvoir vous répondre par écrit ou par téléphone et Yann s'en chargera. Parfait. Donc, nous allons débuter avec d'abord une rapide introduction sur la situation économique du pays. J'écoutais encore ce matin à la radio les nouvelles prévisions macroéconomiques françaises en termes de PIB, de contraction du PIB, de chômage. Les chiffres sont évidemment inquiétants, même si certains économistes ont tendance à les minimiser ou en tout cas à les atténuer, mais cela reste inquiétant. Et puis surtout, aujourd'hui, l'économie française et les entreprises françaises ne peuvent pas s'analyser sans une approche, je dirais, groupe et donc internationale. Et donc, l'économie et la richesse créée au niveau mondial a toute son importance dans l'appréciation de la situation économique et financière des entreprises françaises qui sont, dans la plupart des cas, internationalisées. Donc, nous allons rapidement rappeler ces tenants et aboutissants et votre rôle d'élu en introduction. Et puis, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notamment l'alerte économique, puisque l'alerte économique a été beaucoup utilisée depuis le déconfinement par les élus du personnel, notamment au regard de la baisse du chiffre d'affaires, de la perte de revenus d'entreprise, des mesures qui ont été prises par les directions, parfois assez rapidement. On pourrait prendre le cas d'Air France, par exemple, qui a, dès le mois de juillet-août, mis en place un plan de départ volontaire et donc a mis en place des suppressions de postes au sein de son entreprise. Donc,
forcément, cela a un impact significatif sur le rôle d'élu du personnel. Et donc, nous allons revenir sur cette alerte économique, les différentes étapes et surtout quel est son intérêt. C'est souvent la question qui ressort des élus du personnel. OK, on déclenche une alerte économique et après, à quoi ça sert? Donc, nous allons répondre à l'ensemble de ces questions. Puis, nous allons voir aussi les différentes modifications des conditions de travail des salariés en cas de crise, avec notamment la mise en place d'un accord de performance collectif, les élus aussi du CSE fassent recours à l'activité partielle de longue durée, qui fait partie de cette nouveauté liée à la crise Covid. Et puis l'ensemble des mesures de restructuration qui sont possibles, les départs volontaires, les licenciements économiques, bien évidemment, ce qu'on appelle les licenciements économiques de moins de 10 salariés ou de plus de 10 salariés, ce qu'on appelle les plans de sauvegarde de l'emploi, les ruptures conventionnelles collectives, très intéressant, puisque beaucoup utilisé par les entreprises, on va le voir pourquoi. Bon, ça nécessite quand même un certain niveau de cash, mais vous allez quand même voir à quel point ce principe de rupture conventionnelle collective est extrêmement intéressant pour l'employeur. Alors, en introduction, une crise Covid, comme je le disais, qui a débuté au mois de février, concrètement en France. On s'est réveillé au mois de février en France et le mois de mars, et on a eu 2 semaines de confinement sur ce mois de mars. Et donc, ça a été le début de la descente aux enfers pour les entreprises, puisque la très grande majorité des entreprises en France ont vu leur activité s'arrêter ou se réduire très fortement. Alors, à moins de s'appeler Netflix, à moins de s'appeler Apple, à moins de s'appeler être membre de GAFA ou d'entreprises du numérique, l'ensemble des entreprises ont été touchées. Donc, c'est extrêmement important puisque quand beaucoup d'élus du personnel, qui étaient parfois fraîchement élus du personnel, beaucoup d'élus avaient pris leur mandat courant d'année 2019, fin d'année 2019, et donc se retrouver un peu en front line d'une gigantesque crise comme je pense qu'on ne l'a encore jamais vécu à ce jour, et se sont retrouvés à devoir gérer les 3 casquettes de représentants du personnel, comité entreprise, CHSCT, délégué du personnel, donc ces ex-instances regroupées sous la forme du CSE et notamment avec la mise en place de l'activité partielle où le comité avait l'obligation d'être informé et consulté avec des adaptations qui ont eu lieu en cours d'opérations et d'activités partielles. Donc, dans ce contexte, beaucoup d'élus du personnel se sont interrogés en se disant quel est notre rôle, nous, en tant qu'élus du personnel? Que devons-nous faire? Que devons-nous dire? Que devons-nous ne pas faire face à la direction? Ce n'était pas évident puisque c'était parfois réellement marcher sur des œufs. Et surtout, ils se retrouvaient entre 2 feux. Le premier, celui de la direction qui souhaitait avancer très rapidement dans ses projets et notamment l'activité partielle. Et le deuxième, qui était tout simplement les interrogations des salariés sur cette activité partielle, l'impact sur les bulletins de paie. Nous avons eu beaucoup de demandes d'élus du personnel sur les bulletins de paie, leur vérification, leur analyse et comment est-ce que nous, en tant qu'experts comptables, nous pouvons intervenir pour appréhender et pour vérifier que les indemnités d'activité partielle avaient bien été calculées, avec souvent des problématiques associées aux commerciaux, par exemple, les primes qui étaient versées au niveau trimestriel, comment pouvaient-elles être versées dans le cadre d'une activité partielle? Tout ça, ça a fait l'objet de réponses de la part du cabinet, de positionnement aussi de la part des différentes doctrines. Donc, beaucoup d'interrogations de la part des élus du personnel et forcément, cela induit aussi pour les élus du personnel un réel besoin de recours aux prestataires externes, c'est-à-dire aux cabinets d'expertise comptable, de conseils juridiques spécialisés dans les CSE et qui étaient à même de pouvoir répondre à leurs interrogations, je rappelle, en pleine période de crise. Donc, il est d'abord important de rappeler, je dirais en introduction aussi, le schéma de nos interventions, les différentes interventions sur lesquelles nous pouvons intervenir. Nous avons mis en bleu, si vous voulez, les interventions que je qualifierais d'assez récurrentes. Je ne parle pas des informations consultations récurrentes, je parle du 20-80 des missions sur lesquelles l'expert comptable est mandaté de manière, je dirais, traditionnelle. La situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et très souvent l'examen du calcul, la vérification du calcul de la réserve spéciale de participation. Donc, je me suis présenté en début et Madame Renard l'a effectué, donc Alexandre Pichery, expert comptable, et effectivement, nous sommes spécialisés dans les CSE, et à l'intérieur de cette spécialisation,
nous avons, je dirais, un cheval de bataille qui est la réserve spéciale de participation, et c'est pour ça que nous l'avons mis en évidence ici dans ce tableau, en gras, en bleu, la réserve spéciale de participation qui est ni plus ni moins que la redistribution d'une partie des profits réalisés par l'entreprise aux salariés. Alors, vous allez me dire, oui, mais en période de crise, il n'y a pas de participation. Oui et non. C'est vrai que depuis la loi El Khomri, donc depuis fin 2016, les entreprises ont la possibilité de restructurer à partir du moment où il y a une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise. Baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise, ça ne signifie pas nécessairement, même si c'est bien souvent le cas, ça ne signifie pas nécessairement une baisse des profits et donc une baisse de la participation. Donc, on peut se retrouver parfois dans des situations qui sont antinomiques où l'entreprise restructure, mais elle verse quand même de la participation des salariés, une participation des bénéfices aux salariés. D'ailleurs, il y a une jurisprudence sur le sujet qui indique que les salariés qui sont en congé de reclassement continuent de bénéficier de la participation. Bon, je passe, il s'agissait d'une petite digression. Effectivement, dans la majorité des cas, lorsque l'entreprise est en restructuration, elle génère des déficits et donc elle ne verse pas de participation aux salariés. Mais pour autant, c'est un sujet important dont il faut s'emparer et qu'il faut essayer de défendre à tout prix puisqu'on parle réellement de pouvoir d'achat des salariés à travers ce dispositif de participation. Donc, voilà quelles sont les trois grandes informations consultation, les trois grandes missions, sur lesquelles nous intervenons de manière récurrente. Et puis, qu'y a-t-il comme autre mission plus exceptionnelle et sur lesquelles nous allons revenir en détail? C'est notamment l'alerte économique, puisque déclencher une alerte économique, et beaucoup de comités l'ont réalisé au moment du déconfinement, ça permet d'avoir une information à l'instant T, puisque je ne sais pas si vous avez déjà déclenché des missions d'expertise, mais lorsque nous intervenons sur la situation économique et financière d'entreprise ou sur la politique sociale et conditions de travail et d'emploi, la limite de ces interventions est qu'on regarde dans le rétroviseur. Nous sommes, par exemple, mandatés sur l'analyse des comptes 2019, la politique sociale 2019, et cette analyse se fait concrètement en 2020. Donc, forcément, nous regardons dans le rétroviseur avec une approche prévisionnelle 2020, 2021, 2022, conformément à ce qui est prévu dans la BDES, puisque je rappelle que dans la base de données économiques et sociales, elle est bien mise en place, bien évidemment, ce qui est malheureusement trop peu le cas. Eh bien, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir une information prévisionnelle sur les 3 ans. Donc, effectivement, ces missions sont extrêmement importantes puisqu'elles permettent d'avoir un compte rendu, une situation de l'entreprise d'un point de vue économique, financier et social à un instant T avec une approche prévisionnelle. Donc, l'instant T, c'est très souvent le 31 décembre 2019, en l'occurrence avec le prévisionnel 2020, 2021, 2022. Et l'alerte économique, c'est ça la grande particularité de cette intervention, c'est qu'on ne regarde plus dans le rétroviseur. On regarde à l'instant T. Donc, pour les comités qui ont déclenché leur alerte économique, par exemple au mois de mai ou au mois de juin, dans le plus clair des temps, eh bien, à ce moment-là, nous réalisions une analyse de la situation économique et financière de l'entreprise au 31 mars, puis au 30 juin de l'année. Ce qui permettait au comité d'entreprise d'avoir une approche juste avant le confinement ou avec 2 semaines de confinement au 31 mars, puis une approche de la situation de l'entreprise au 30 juin avec la prise en compte de l'impact de l'activité partielle le plus souvent et la baisse du chiffre d'affaires. Donc, cette analyse permet, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, de mettre en évidence des effets d'aubaine de la direction, puisqu'il y a des structures où l'activité n'avait pas diminué, le chiffre d'affaires n'avait pas diminué. C'était souvent le cas des entreprises qui ont une mission de service public. Je vous donne un exemple, la distribution de l'eau, par exemple. Les salariés ont continué de travailler pour la plupart, mais la direction a quand même mis en place des mesures d'activité partielle qui ont entraîné tout simplement et mécaniquement une hausse de l'activité des salariés, donc de la charge de travail des salariés qui continuent de travailler, puisque le niveau d'activité n'avait pas baissé, puisque la distribution de l'eau se faisait toujours de manière aussi importante et aussi régulière. Donc là où il pouvait y avoir un peu d'activité partielle, c'était au niveau des bureaux. Et là encore, dans la plupart des cas, au niveau des bureaux, on était plutôt sur la mise en place de télétravail, donc qui a entraîné d'autres problématiques, mais qui sont moins d'ordre économique. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, il y a des entreprises qui ont fait d'ailleurs beaucoup parler d'elles et qui ont eu une approche d'effet d'aubaine dans le cadre de la mise en place d'activités partielles. Et le comité a la possibilité de déclencher son alerte économique, d'abord parce qu'il est inquiet, on va voir quelles sont les conditions pour le réaliser, mais surtout pour dénoncer
ce type de manœuvre, ce type de dispositif qui consisterait en réalité à utiliser quelque part à mauvais escient de l'argent public. Donc, sans citer de nom, mais il y a certaines entreprises qui ont fait grand bruit, des entreprises de conseil par exemple, qui ont mis des salariés en activité partielle, qui ont réalisé un maintien de salaire, donc parfois le salarié n'était même pas informé que son poste était mis en activité partielle, et qui continuaient de travailler et être mis à disposition par exemple de ses clients avec quelque part un financement de son activité à 84% par l'État et donc quelque part par définition indirectement par les citoyens français. Donc bien évidemment que ce type d'attitude, ce type de manœuvres sont démontrables, sont inacceptables et c'est un des rôles du comité de déclencher son alerte économique pour dénoncer ce type de situation et puis dans le plus clair des temps pour évaluer quel était l'impact de la crise Covid et notamment du confinement sur les comptes de l'entreprise et surtout évaluer le budget révisé de la direction. Mais on y reviendra sur ces dispositifs. Donc, procédure d'alerte économique, licenciement économique, accord de maintien de l'emploi s'il y a une négociation avec les syndicats, d'autres missions qui existent, elles ne sont pas toutes citées, mais enfin beaucoup d'interventions qui existent. Et il y a peut-être une intervention qui n'est pas citée, mais que j'ai citée à l'instant, c'est la rupture conventionnelle collective. Eh bien oui, c'est la grande particularité de cette mesure de rupture conventionnelle collective, donc qui fait l'objet donc d'un accord avec les délégués syndicaux de l'entreprise, accord avec l'employeur bien évidemment, eh bien, l'expert comptable ne peut pas intervenir pour l'appréciation des négociations ou aider les syndicats à négocier, les délégués syndicaux à négocier les ruptures conventionnelles collectives avec l'employeur. Donc là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les employeurs sont assez friands de ce type de dispositif. Certes, ça coûte cher, certes, il y a ce qu'on appelle les indemnités supralégales qui sont versées, mais la contrepartie, c'est que le risque prud'homal est extrêmement faible et surtout, ils n'ont pas, entre guillemets, sur le dos, un expert comptable qui va poser des questions et essayer de donner, je dirais, de l'information aux élus du personnel pour mieux négocier les mesures de sortie des salariés. Donc, l'alerte économique. Alors, l'alerte économique, d'abord, pour commencer, et ça fait partie des nouveautés du passage en CSE, c'est que l'alerte économique aujourd'hui est une mission à coût partagé entre l'employeur et le CSE. Donc, concrètement, le CSE prend à sa charge 20% du coût de l'intervention de l'alerte économique. Il y a dans la loi un texte qui indique que si le comité n'a pas les moyens de prendre en charge cette intervention, c'est à la direction de le prendre en charge. La loi ne va pas plus loin, il est donc difficile de savoir dans quelle situation exactement est-ce qu'on pourrait se retrouver. Bon, c'est, je pense, assez aisément explicitable et démontrable par un comité qui n'est pas en mesure de pouvoir prendre en charge le coût total de l'intervention, donc les 20% à sa charge, mais là, c'est un autre sujet. Donc, très important, l'alerte économique, elle peut être déclenchée lorsque le comité a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Ça, ce sont vraiment les termes de la loi et que nous reprenons. Et c'est très important parce que l'alerte économique engage le comité. La qualification des faits inquiétants engage le comité. C'est-à-dire que la direction, contrairement aux autres interventions, plan de sauvegarde de l'emploi, situation économique et financière, politique sociale, là, la direction n'est pas en mesure de pouvoir remettre en cause l'intervention d'expert comptable. C'est un droit que vous avez. En matière d'alerte du CSE, la direction est en mesure de le remettre en cause si elle estime que les faits invoqués ne sont pas suffisants pour déclencher une alerte économique et pour nommer expert comptable. Donc, l'importance de la procédure est extrêmement importante. Et c'est pour ça que nous recommandons systématiquement au comité qui souhaite déclencher une alerte économique de se rapprocher de son conseil, c'est-à-dire de son expert comptable, pour lui préparer la liste de questions qu'il devra poser à la direction et donc pour évaluer si oui ou non ce qui se passe dans l'entreprise est de nature à déclencher, en tout cas a un intérêt à déclencher une alerte économique. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet inquiétant, mais ce n'est pas suffisant pour aller jusqu'à une alerte économique. Donc, l'alerte économique a cette importance qui est la procédure. Et donc, comment procéder pour déclencher une alerte économique? Eh bien, il y a d'abord une première étape où le comité doit déclencher une réunion extraordinaire et mettre à l'ordre du jour de cette réunion des questions qui auront été préparées en général avec son expert comptable. Ces questions doivent être
précise. Et donc, lors de cette réunion, vous devez dire explicitement dans l'ordre du jour, et là je m'adresse notamment au secrétaire du CSE, l'ordre du jour doit être très précis, et c'est pour ça qu'on vous le prépare en général. Vous devez explicitement indiquer que des questions vont être remises à la direction en vue du déclenchement éventuel de l'alerte économique. Et je dis bien du déclenchement éventuel, parce que ce n'est pas une obligation. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, lors de cette première réunion, vous allez remettre à la direction vos questions. Ça peut être par écrit ou à l'oral, peu importe. De toute façon, ça fera l'objet d'un procès verbal. Ensuite, lors d'une deuxième réunion, en général, c'est 15 jours après, il y a une deuxième réunion extraordinaire qui est réalisée. Et là, la direction répond aux questions des élus du personnel. Et là, il y a plusieurs solutions. La première, c'est les réponses vous conviennent, elles vous rassurent. Et donc, à ce moment, vous dites, je ne vais pas plus loin dans le déclenchement de l'alerte économique et donc je ne déclenche pas mon alerte économique. Voilà, c'est une des solutions. Autre solution, elles sont au nombre de 3. La direction ne répond pas à l'ensemble de vos questions. Ou les réponses aux questions ne vous satisfont pas. Ou, troisièmement, les réponses aux questions de la direction confirment vos inquiétudes. Et dans ce cas-là, vous décidez à la majorité des membres du CSE d'aller plus loin et donc de déclencher votre alerte économique. Et c'est lors de cette réunion que vous nommez l'expert comptable qui va être en mesure de rédiger le rapport d'alerte économique et qui aura donc pour mission de répondre à vos interrogations. Alors, est-ce que c'est une obligation de nommer l'expert comptable? La réponse est non. Vous n'êtes pas obligé de nommer l'expert comptable comme dans le cadre des autres interventions. Il n'y a aucune obligation de nommer un expert comptable. Pour autant, dans 99% des cas, vous le réalisez parce que vous devez, dans tous les cas, remettre un rapport d'alerte économique. Donc, s'il y a un expert comptable, c'est l'expert qui le rédigera. S'il n'y a pas d'expert comptable, c'est le comité qui devra produire ce rapport. Et donc, vous allez me dire à ce moment-là, c'est là qu'est la principale interrogation du comité, c'est OK, il y a un rapport qui est émis, l'expert comptable répond aux inquiétudes du comité, fait efforce de proposition ainsi que le comité, valorise les propositions alternatives du comité, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de ce rapport? Eh bien, ce rapport, et c'est là que c'est très intéressant, doit être remis au commissaire aux comptes, parce que le commissaire aux comptes a lui aussi une alerte économique, sauf que ce n'est pas un droit, c'est une obligation. C'est-à-dire que s'il ne le réalise pas alors qu'il aurait dû le réaliser, c'est sa responsabilité pénale qui est engagée. Et lorsque vous avez ce rapport qui doit être émis, il doit être aussi remis à la direction de l'entreprise, c'est-à-dire aux organes de direction, aux mandataires sociaux de la direction. Le président de la société, par exemple, qui peut être le groupe en réalité. Donc, ça sera peut-être la direction groupe qui devra recevoir ce rapport et elle aura l'obligation, je dis bien l'obligation, c'est clairement dit dans les textes, de répondre aux inquiétudes du comité par écrit. Quand je dis par écrit, ce n'est pas lors d'une réunion plénière. C'est par écrit, c'est-à-dire qu'elle vous remettra, elle vous enverra un courrier dans lequel elle répondra par écrit à vos interrogations. Et vous, membres du comité, vous aurez la possibilité de répondre à ce courrier. Et la procédure s'arrêtera là. Donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'imposer à la direction de groupe, ou en tout cas aux mandataires sociaux, de se positionner sur les difficultés de l'entreprise. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, on a intégré ici certains indicateurs ou faits qui sont souvent admis comme inquiétude. Mais en soi, il n'y a aucune liste limitative par le Code du travail ou par la jurisprudence d'ailleurs. Ça peut être le non-paiement de cotisations fiscales ou parafiscales. Par exemple, le paiement des salaires. Bon, quand on est dans cette situation, c'est que les choses vont très mal en général. Une diminution d'actifs nets, c'est-à-dire une baisse de la trésorerie, parce qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires. Là, typiquement, c'est ce qui est arrivé durant la crise Covid. Un arrêt ou une réduction importante des investissements habituels. Là aussi, on a des entreprises qui, pendant plusieurs années, réduisent le niveau d'investissement. On sait qu'on est dans une mort programmée de l'entreprise. Donc ça doit alerter le comité. Le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes. Lorsque le commissaire aux comptes refuse de certifier ou met du temps à certifier les comptes, c'est peut-être qu'il a des difficultés dans la mise en place, dans la réalisation de sa mission. Et donc, ça peut être un indicateur de fait de nature à préoccuper le comité, puisqu'il y a peut-être une problématique sur la situation économique de l'entreprise. Donc, il y a toute une série, vous l'avez compris, d'indicateurs qui peuvent engendrer une alerte économique. C'est au comité de les caractériser et donc de se rapprocher de son expert comptable pour pouvoir évaluer si oui ou non il y a cette possibilité et cet intérêt de déclencher une alerte économique. Alors, certes, il n'y a pas d'obligation. Souvent, les comités le réalisent, d'abord parce qu'ils ont envie d'avoir une approche à l'instant T de la situation économique et financière d'entreprise. Et puis surtout, c'est un moyen de communiquer avec les salariés pour dire
on se préoccupe de la situation économique de l'entreprise. Certes, il n'y a pas de responsabilité civile ou pénale qui peut être engagée du comité dans ce genre de procédure par les salariés. Pour autant, vous avez certains comités estiment qu'ils ont une responsabilité morale dans le cadre de ce type de procédure. C'est dans ces situations de crise que le rôle du comité prend tout son sens. Beaucoup de salariés, si vous interrogez les salariés et que vous demandez dans la rue, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un CSE ou qu'est-ce que c'est qu'un comité entreprise, la plupart des personnes vous diront que c'est une instance qui gère des budgets d'œuvres sociaux, des voyages, par exemple. Voilà. Non, il n'y a pas que ça dans le comité. D'ailleurs, en ce sens, le terme CSE est très intéressant, puisque dans le CSE, vous avez aujourd'hui le terme social et économique. Donc, vous avez les deux grands piliers du rôle des comités, l'approche sociale avec la défense des intérêts collectifs et individuels des salariés, la gestion de l'œuvre sociale, et dans un deuxième temps, la partie économique qui est justement l'ensemble de ces missions que nous sommes en train d'évoquer, avec par exemple la mise en place d'alerte économique ou des missions d'expertise comptabilité. Alors attention, je sais que peut-être que certains d'entre vous sont dans des comités sociaux et économiques d'établissement, ce qu'on appelait auparavant les comités d'établissement et qu'on appelle aujourd'hui les CSE d'établissement. Les CSE d'établissement n'ont pas la possibilité de déclencher leur alerte économique. Cette intervention doit être réalisée au niveau du comité social et économique central. Donc, la première étape, j'en ai déjà parlé, la demande d'explication. La deuxième étape, c'est l'établissement d'un rapport. Et là, encore une fois, il n'appartient qu'au seul expert comptable de déterminer quels sont les documents nécessaires à son intervention. Souvent, les directions veulent limiter l'exercice de la mission d'expert comptable, peu importe l'intervention, à l'entreprise. Absolument pas. Nous avons déjà déclenché des alertes économiques dans des entreprises qui se portent bien en France, mais qui appartiennent à un groupe qui se porte extrêmement mal. Par exemple, parce qu'ils ont un niveau d'endettement qui est très élevé. Et donc, dans cette situation, le comité a quand même la possibilité de déclencher son alerte économique. Quand bien même la situation économique et financière de l'entreprise dans laquelle il se trouve se porte bien. Parce que très souvent, l'ensemble des fonds générés, c'est-à-dire du cash généré, de l'argent généré par l'entreprise française, est mis à disposition du groupe à travers ce qu'on appelle des conventions de trésorerie, qu'on appelle parfois dans le jargon conventions de cash pooling. Donc, cet argent qui remonte au groupe et qui est donc prêté au groupe, si le groupe se porte mal, peut-être qu'il n'est pas en mesure, on n'est plus en mesure de pouvoir rembourser cette dette qu'il a vis-à-vis de vous. Et donc, cet argent, certes, il est officiellement dans vos comptes, mais concrètement, vous n'êtes pas sûr d'en revoir la couleur. Donc, une société française qui se porte bien, mais qui appartient à un groupe qui se porte mal, aura la possibilité de déclencher son alerte économique. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, dans les situations, dans la plupart des entreprises filiales de grands groupes, mais je dirais que ça ne concerne pas que les filiales de grands groupes, ça concerne aussi le tissu associatif, ça concerne aussi les entreprises qui ont une dimension qui est nationale ou régionale. L'approche groupe est extrêmement importante, puisque vous pouvez vous porter bien, mais appartenir à un groupe qui se porte mal. C'est comme dans votre famille. Si votre situation économique et financière se porte bien parce que vous avez un emploi, mais que votre conjoint ou votre conjointe perd son emploi, la situation du foyer va se dégrader. Et donc, quelque part, votre situation aussi va se dégrader. C'est exactement la même chose pour les entreprises. Et enfin, donc j'en ai parlé, la saisine des organes de contrôle, donc le commissaire aux comptes ainsi que les mandataires sociaux. Et donc, à ce moment-là, il y a une réponse qui doit être formulée par les organes de direction et les organes sociaux au comité. Et c'est là que cette alerte économique est extrêmement intéressante. Et puis, l'alerte économique s'arrête à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu les éléments de réponse, l'alerte économique s'arrête. Au comité d'utiliser ce rapport pour ensuite communiquer avec les salariés, pour pouvoir ensuite exercer certains droits, comme je l'ai déjà vu dans la pratique des droits de grève, en disant « nous avons déclenché une alerte économique, nous avons vu quelles étaient les difficultés d'entreprise, nous allons, je schématise, nous allons dans le mur, nous estimons qu'il y a des possibilités, des alternatives possibles, encore faut-il prendre les bonnes décisions maintenant, la direction ne le réalise pas et c'est à ce moment-là qu'il y a toutes des mesures de communication qui doivent être utilisées par les comités. J'insiste beaucoup là-dessus avec mes clients CSE. Aujourd'hui, la force du CSE, c'est celui effectivement qui sait faire des expertises et qui va au bout des expertises, mais c'est surtout celui qui utilise ces expertises. C'est-à-dire que trop souvent, des comités font des expertises et puis ont un joli rapport entre les mains et qu'ils mettent un peu de côté. Non, ce rapport, il doit être utilisé dans le cadre de votre mandat
il doit être utilisé pour communiquer avec les salariés. Alors attention, il y a des conditions pour le faire. Vous ne pouvez pas remettre le rapport de manière brute aux salariés, mais ça doit être un outil de communication. Ça doit être un outil qui doit être utilisé par les CSE pour communiquer. Et c'est cette communication qui permettra de récupérer l'adhésion des salariés aux différentes mesures et différentes actions que vous pourrez réaliser. Donc, la communication est extrêmement importante pour les élus du personnel. Je dirais que c'est tout aussi important que les expertises que vous pouvez potentiellement réaliser. D'accord? Alors, on a intégré aussi l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes. Je vais passer rapidement, mais c'est quand même important de noter que le commissaire aux comptes a une obligation d'alerte et que lorsque lui déclenche son alerte économique, il prévient le comité. Mais c'est qu'au moment où il déclenche réellement son alerte économique. Il prévient le comité et il prévient le président du tribunal de commerce. Alors, c'est très important parce que ça permet au comité à ce moment-là d'être saisi, d'être informé que l'entreprise se porte mal quand il y a des comités parfois qui ne sont pas au courant, que l'entreprise se porte mal. Mais surtout, le commissaire aux comptes, et avec la crise Covid, parce que on parle vraiment là de la crise Covid, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et le Haut Conseil aux commissaires aux comptes, qui sont des entités qui chapeautent les commissaires aux comptes en France, ont dit explicitement, puisque c'était quand même le branle-bas de combat, la crise Covid, pour les commissaires aux comptes également, ils auraient dû normalement déclencher leur obligation d'alerte assez rapidement, mais pour éviter de se retrouver dans des situations où les tribunaux de commerce soient sollicités, ils étaient de toute façon fermés, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Ils ont mis en place ce qu'on appelle une réunion R0, donc où le commissaire aux comptes interroge la direction pour savoir comment est-ce qu'elle compte sortir de cette crise, si elle a le niveau de trésorerie suffisant, quelles sont les mesures qui vont être prises, et notamment l'activité partielle, notamment le prêt garanti par l'État, toutes ces mesures qui permettraient à la société de survivre et de passer cette crise. Et donc, il formalise à ce moment-là ces informations dans son dossier de travail et quelque part, son obligation d'alerte s'arrête là. C'est une situation exceptionnelle. Normalement, le commissaire aux comptes aurait dû déclencher immédiatement son alerte économique. Ça n'a pas été le cas parce que le Haut Conseil, le commissaire aux comptes, a tout de suite réagi pour dire « Attention, ne déclenchez pas vos alertes économiques. Là, la situation ne le permet pas. De toute façon, les tribunaux de commerce sont fermés. Faites une réunion intermédiaire qu'on appellerait réunion R0. Et c'est cette réunion qui permettrait à ce moment-là de suivre les difficultés de l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas été sollicité par les commissaires aux comptes qu'ils n'ont pas déclenché cette fameuse phase R0. Bon, je passe sur la procédure d'alerte du commissaire aux comptes. Alors, maintenant, quand on parle des élus face à un accord de performance collective, là aussi, l'accord de performance collective, ça fait partie, entre guillemets, des nouveautés ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'innovations sociales, entre guillemets, innovations ces dernières années en France. Et l'accord de performance collective permet d'aménager la durée de travail. Donc, c'est revenir, par exemple, sur les fameuses 35 heures, les modalités d'organisation de l'entreprise, de répartition de la charge de travail. Donc, par exemple, dans certaines régions, l'ouverture du dimanche, dans certaines entreprises, la réalisation d'une production non plus en 3/8, mais en 2/8. Donc, tout cela, ces accords de performance collective permettent d'adapter, je dirais, de variabiliser le niveau de charge de personnel de l'entreprise. Alors, là aussi, il peut y avoir aussi une baisse des rémunérations acceptée par l'ensemble des salariés à travers cet accord. Et bien évidemment, tout cela est suivi par le comité avec la possibilité de nommer un expert comptable en cas d'accord de performance collective. Alors, ces accords, ils ont été utilisés par un certain nombre d'entreprises. Ça permet à l'entreprise de ne pas licencier dans la plupart des cas, donc d'éviter des suppressions de postes. Et ça permet de faire face à des crises qui sont d'ordre conjoncturel. La crise Covid, on peut estimer qu'elle est d'ordre conjoncturel, c'est-à-dire que les problématiques associées à la crise sont temporaires. Elles sont donc, c'est à mettre à contrario de la crise qui serait, elle, d'ordre structurel, où là, en général, dans des crises qui sont d'ordre structurel, la direction restructure, c'est-à-dire licencie, réalise des ruptures conventionnelles collectives, en gros, supprime des postes. Donc, quand on est dans des crises qui sont qualifiées de conjoncturelles, on est plutôt sur ce type de dispositifs qui peuvent être utilisés et qui permettent de, je dirais, courber le dos et attendre que la crise passe et au bout d'1 an, au bout de 2 ans, donc là, tout ça, c'est l'accord qui va justement le mentionner, on peut revenir sur certains aspects de l'accord, par exemple, à nouveau augmenter les rémunérations,
à nouveau revenir sur la durée de travail à 35 heures. Enfin, il y a toute une série de mesures. Donc, on est vraiment sur une mise en place des charges de personnel, un niveau de charge de personnel à géométrie variable en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. D'accord? Donc, très important, cet accord de performance collective est peut-être également signé. On pense souvent aux délégués syndicaux parce que dans la pratique, c'est ce qui est beaucoup plus simple à mettre en place par l'employeur, mais ça peut être également mis en place par référendum et ce référendum avec les salariés, donc avec plus de 50% des suffrages exprimés, bon, bah là, le référendum pourrait tout à fait également permettre la mise en place d'un accord de performance collective. Hein. Alors, l'ARM. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ARM? C'est l'activité réduite pour le maintien de l'emploi. J'accélère parce qu'il est 10h36, mais l'activité réduite pour le maintien de l'emploi, c'est aussi très important parce que bon, bah, ça fait partie des grandes nouveautés. L'activité partielle a été mise en place durant la période de confinement avec un niveau assez favorable pour l'employeur puisque 84% de la rémunération du salarié est maintenue et l'indemnité d'activité partielle est prise en charge à 100% par l'État. Donc, le salarié perd en pouvoir d'achat s'il n'y a pas de maintien de rémunération à 100% réalisé par l'employeur. Et pour l'employeur, dans tous les cas, 100% de la masse salariale qui est mise en activité partielle est prise en charge par l'État. Donc, c'était un niveau de financement extrêmement intéressant, mais qui n'était possible que pendant la période de financement, puisque tout ça se finance et que l'État n'était plus en mesure de pouvoir financer ce niveau d'activité partielle pendant une longue période. Et cela aurait pu aussi avoir un effet désastreux sur la reprise économique du tissu économique français. Donc, une activité réduite pour le maintien de l'emploi qui a été mise en place, cette fameuse ARM, avec une durée de travail qui peut être réduite au maximum à 40% de la durée légale, si c'était 35 heures dans l'entreprise, une réduction de 40%, et le salaire qui, lui, est maintenu à au moins 70% de la rémunération brute. Donc, environ, on repart sur 84% du salaire net. Sauf que là, le niveau de prise en charge par l'État ne sera plus de 100%. Donc, il y aura une charge financière pour l'entreprise qui sera un peu plus importante dans le cadre de ce type de dispositif. Alors, évidemment, le comité devra être informé puis consulté sur ce type d'accord, avec un accord qui va devoir prévoir la durée d'application, les activités des salariés concernés, c'est-à-dire quels sont les postes concrètement concernés par cette fameuse ARM, puisqu'elle n'a pas à concerner l'ensemble de l'entreprise, les réductions d'horaire de travail aussi, dans quel cas est-ce qu'elles peuvent être instituées. Enfin voilà, tout va être, et c'est la grande tendance ces dernières années, tout sera prévu par l'accord d'entreprise. D'accord? Donc, l'administration aussi, c'est un accord, donc il devra être homologué par la directe. Et donc, l'administration devra à ce moment-là se positionner sur l'ARM et donc ce fameux accord qui sera signé avec les élus du personnel. Le départ volontaire et le licenciement. Alors, moi, je recommande la mise en place de ce type de dispositif, même si on le voit malheureusement assez peu. Pourquoi? Parce que il y a des tendances qui sont observées à travers le patronat où ils préfèrent restructurer, licencier, faire passer aussi l'ensemble des projets qu'ils avaient sous le coude, sous le joug de la crise Covid. Donc, il y a des effets d'aubaine et c'est au comité de vérifier si l'entreprise est réellement en difficulté, si l'entreprise, les mesures qui sont prises par la direction sont nécessaires ou pas, s'il n'y a pas d'alternative possible. Et l'objectif, c'est surtout de protéger l'emploi au maximum. Et ce dispositif d'ARM permet de protéger l'emploi puisqu'il n'y a pas à ce moment-là de suppression de postes. Beaucoup de directions préfèrent mettre en place d'autres types de restructuration comme le départ volontaire, le licenciement économique des salariés, les ruptures conventionnelles collectives, par exemple. Et donc, ces ruptures conventionnelles, je vous l'avais dit, il n'y a pas d'expert comptable, donc c'est très souvent apprécié par les directions puisqu'ils n'ont pas, entre guillemets, sur le dos un expert comptable qui va apporter un certain niveau d'information au comité. Très souvent, les directions sondent d'abord les salariés et ils visent principalement les salariés qui sont proches de la retraite pour supprimer leur poste et ne pas les remplacer. Et une fois qu'ils ont un certain nombre de postes potentiellement supprimables et donc de personnes intéressées par des ruptures conventionnelles collectives, eh bien à ce moment-là, ils se rapprochent des délégués syndicaux avec un projet d'accord et souvent ils mettent beaucoup de pression aux délégués syndicaux pour signer l'accord le plus rapidement possible, puisque plus il tarde et plus les économies seront réduites.
Et là aussi, on privilégie à ce moment-là la suppression de poste à l'attente et donc à la protection de l'emploi dans l'entreprise. Et dans le cas d'une crise qui serait, elle, qualifiée de conjoncturelle, c'est toujours un peu antinomique. Et certaines directions, je ne dis pas toutes, bien évidemment, mais certaines directions ont une approche de se dire, bon, on fait partir un certain nombre de salariés et en 1 an, en 2 ans, ça sera rentabilisé de tous les cas, le niveau de rupture, entre la balance entre indemnité de départ conventionnel et économie de poste sur une année pleine ou sur 2 ans pleins, est clairement en faveur de l'entreprise. Et de toute façon, s'il y a une reprise de l'activité, ils réembaucheront soit à travers des contrats précaires, de l'intérim ou du CDD, ou de l'alternance aussi, puisqu'on pourrait en parler. L'État a mis beaucoup l'accent sur l'apprentissage de l'alternance. Soit, à ce moment-là, ils récupéreront et reprendront des salariés en CDI, mais avec des niveaux de rémunération moindres qu'auparavant et surtout des niveaux d'acquis sociaux moindres, par exemple le 13e mois, ou par exemple l'ancienneté. Donc, les primes d'ancienneté pourront ne pas être ne s'appliqueront tout naturellement plus, puisque le salarié, même s'il revenait à son poste, aurait perdu à ce moment-là son niveau d'ancienneté. Donc faites attention, certaines directions aussi proposent aux salariés d'inclure le 13e mois dans le salaire de base des salariés. Alors oui, c'est sûr que pour les salariés actuels, cela n'a au fond que peu d'impact à l'instant T, puisque le niveau de rémunération nette reste le même, mais attention, la contrepartie pour l'employeur, c'est qu'ils peuvent faire à ce moment-là des ruptures conventionnelles collectives, et les nouveaux salariés qui entreraient n'auraient donc plus de 13e mois, et il y aurait donc à ce moment une sorte de culbute pour l'employeur, d'économie pour l'employeur qui serait significative. Donc, beaucoup de directions que nous voyons ont une approche assez agressive de ces mesures de restructuration et cherchent à restructurer plutôt que de sauver l'emploi, puisque c'est sûr qu'à moyen terme ou à horizon de 2-3 ans, l'ensemble de ces mesures de sortie des salariés seraient rentabilisées et avec à la clé des économies de poste significatives. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir la situation économique et financière avant la crise, c'est-à-dire au 31 décembre 2019, et pendant la crise pour voir comment est-ce que la structure se sort de cette crise, parce que sans ces informations, vous n'avez pas les armes nécessaires pour pouvoir défendre, en fait, vous défendre dans ce type de négociation où vous n'avez pas d'expert comptable qui intervient spécifiquement, et donc vous utilisez ces expertises qui ont déjà été menées pour pouvoir négocier en indiquant que, par exemple, l'entreprise a suffisamment de cash, l'entreprise a des niveaux de résultats qui sont suffisamment intéressants, le groupe a les moyens de financer ces mesures d'économie pour pouvoir, quelque part, permettre aux salariés qui souhaiteraient s'en aller, parce qu'il y a aussi des salariés qui souhaitent s'en aller, de sortir la tête haute, entre guillemets. Mais très souvent, les salariés font ce lien entre le chèque qu'ils pourront avoir immédiatement et les indemnités de Pôle emploi qu'ils auront pendant 1 an ou 2 ans, et ils ne vont pas forcément plus loin, et c'est là que le comité doit beaucoup communiquer pour dire, oui, mais est-ce que dans 2 ans, tu retrouveras un emploi? Il y a certaines zones qui sont parfois sinistrées. Nous intervenons par exemple dans les DOM. Dans les DOM, le taux de chômage est plus élevé que dans la métropole. Donc, quand on met en place des ruptures conventionnelles collectives dans les DOM, c'est sûr que c'est alléchant, comme ça au premier abord, les chèques qui sont proposés. Mais derrière, on sait très bien que le salarié, ni en 1 an, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, ni dans 4 ans, ne retrouvera un emploi ou un emploi avec le même niveau de rémunération qu'auparavant. Donc, pour nous, ce n'est pas une bonne stratégie à moyen long terme. Donc là aussi, ça fait l'objet d'un accord collectif. Je passe pour la partie forme. Vous reviendrez vers nous si vous avez des questions. Les licenciements économiques, là aussi, la loi El Khomri en 2016 est venue vraiment mettre en place des bâtons dans les roues, je dirais, et rendre plus compliqué et plus difficile pour les élus du personnel la défense des droits des salariés dans ce type de licenciement économique. Mais c'est sûr que aujourd'hui, une direction qui voit une baisse d'activité, une baisse des commandes, une baisse de chiffre d'affaires, ce qui a été le cas d'ailleurs dans la crise Covid, quand même les résultats restent positifs. Donc, je vous donne l'exemple d'une direction, baisse d'activité, mais mise en place de l'activité partielle. Au final, il y a quand même une compensation de la baisse du chiffre d'affaires par le financement de l'État. Donc, il y a peut-être une baisse des résultats, mais peut-être que ce résultat reste positif. Elle serait quand même en droit, depuis la loi El Khomri, donc depuis fin 2016, elle serait quand même en droit de restructurer, de licencier économiquement des salariés. Donc, c'est très important pour les élus du personnel de ne pas attendre cette situation de PSE pour mettre en place des expertises et se défendre. Puisque quand il y a un PSE, mais il y a quelque part déjà le feu à la maison. Donc, il faut avoir une approche d'anticipation pour voir, et beaucoup d'élus, depuis la crise Covid, entre guillemets, se réveillent et se disent, nous, on ne faisait pas d'expertise auparavant, mais aujourd'hui, on le fait parce qu'on a envie de savoir
pour parler de manière un peu crue, à quelle sauce on va être mangé. Donc, je passe les textes, mais le nombre le temps aussi très important, puisque ces dernières années, on a vu que le temps pour les expertises, c'est quand même extrêmement normé. Donc, c'est à la fois bien et c'est à la fois de vrais enjeux aussi pour les cabinets de pouvoir être en mesure de rendre des rapports dans les délais requis. Et surtout, ça permet de mettre la pression à la direction pour qu'elle nous rende les documents dans un temps qui est celui de la loi. Et souvent, les directions ont beaucoup de mal à remettre les documents dans le temps de la loi. Donc, c'est aussi un moyen de pression pour le cabinet et pour le comité pour faire valoir ses droits et pour obtenir les documents les plus rapidement possible et pour pouvoir remettre un rapport au comité le plus rapidement possible. Donc, face à un PSE, les élus du personnel, en fonction du nombre de salariés licenciés, auront un nombre de jours d'information en consultation. C'est extrêmement important que le salarié, que le CSE se forme à ces plans de restructuration. C'est très important que le CSE se dote de conseils pour savoir quelles sont les questions à poser à la direction et quelles sont les mesures de négociation sur lesquelles elles peuvent avancer. Parce que très souvent, à ce moment-là, la direction remet ce qu'on appelle un livre 1, un livre 2, qui dépeint un tableau qui forcément n'est pas optimiste. Mais lorsqu'on creuse un peu, on peut quand même essayer de nuancer un peu certains propos. Je pense notamment aux baisses du chiffre d'affaires pour les entreprises qui ont une activité internationale. Là, on se rend compte que quand on prend l'impact du cours des devises, on ne se retrouve pas avec des baisses d'activité. Parfois, on se retrouve même avec des hausses d'activité. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir une analyse tierce réalisée par un expert comptable et qui permet de comprendre si le chiffre d'affaires est réellement en baisse et surtout de combien. Je passe pour les délais de dépassement. Là, c'est vraiment les jurisprudences, les nouvelles jurisprudences que nous avons insérées. Vous pourrez revenir vers nous si vous avez des questions sur le sujet. Mais c'est vrai que je propose vraiment, là, j'ai déjà parlé du rôle de l'expert comptable dans le cadre du PSE. Ce que je vous propose, c'est les obligations de reclassement et autres, d'où l'importance d'avoir vraiment une approche groupe dans l'appréciation du PSE et les différents critères aussi, qui sont des critères légaux, où là, la direction n'a pas la possibilité d'y échapper. Et c'est pour ça que c'est très important que la définition des postes soit bien réalisée par la direction. Et c'est là que se portent les vraies marges de négociation pour sauver des emplois, tout simplement. Les contestations, il est tout à fait possible de contester les PSE devant le tribunal administratif. Bon, c'est pas quelque chose que l'on recommande forcément. C'est un combat qui peut être mené à travers le rapport de l'expert comptable, bien évidemment. Mais dans la plupart des cas, il ne faut pas espérer, surtout si la direction va après devant le Conseil d'État, une réintégration des salariés. On est plus après dans l'approche prud'homale et de versement d'indemnités de licenciement complémentaire. Merci à tous pour votre écoute. Je sais que j'ai pris peut-être un peu plus de temps que prévu dans la présentation et je m'en excuse. On peut passer rapidement à la phase de questions et dans tous les cas, je vous rassure, nous reviendrons vers vous sur l'ensemble des questions que vous avez posées, soit par mail, soit par téléphone, à votre convenance. Merci à tous pour votre écoute. Je sais que ça a été dense, mais ce sont des sujets qui sont extrêmement importants et je vous recommande en tant qu'élu du personnel de faire preuve de vigilance et surtout d'abord, dans un premier temps, d'aller voir votre BDES, puisque votre BDES, la base de données économiques et sociales, doit vous permettre d'avoir une appréciation quasi à l'instant T de la situation économique et financière de l'entreprise. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, effectivement, c'était très dense. Alors, pas mal de questions. Alors, comme vous l'avez expliqué, ça va être compliqué d'y répondre, mais de toute façon, c'est des questions qui sont vraiment orientées sur des cas bien particuliers. Par contre, une remarque d'Anne-Marie qui nous dit, alors, l'alerte économique, c'est super, mais alors, on fait comment dans les CSE qui ont moins de 50 salariés ? Les CSE qui ont moins de 50 salariés, ils n'ont pas cette possibilité de déclencher une alerte économique et de faire appel à l'expert comptable. Alors, aujourd'hui, dans le passage, on a parlé de l'alerte économique avec la casquette expert comptable, mais vous avez d'autres alertes économiques qui existent pour les entreprises de moins de 50 salariés. Mais on n'est pas sur les difficultés de l'entreprise. On est plus sur le recours aux heures supplémentaires trop important, les contrats précaires, les conditions de travail. Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment des sujets associés à la crise Covid, puisque la crise Covid, on était vraiment sur des problématiques de situation économique et financière d'entreprise. Donc, oui, effectivement, le champ d'intervention, je dirais, de nos interventions, c'est principalement, quasi exclusivement, les comités, les CSE, qui sont des entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Alors,
Ensuite, je vous transmettrai effectivement les questions, mais je propose que les réponses que vous fournirez soient peut-être transmises à tous les participants parce que c'est quand même des questions qui peuvent être très intéressantes autour de l'arme, autour du PSE, autour des APC. Alors, le propos, c'est qu'on aura le PPT là, qui a été présenté. Donc, la plupart des élus, je pense, ont téléchargé. Mais Yann et moi, nous allons intégrer l'ensemble des questions-réponses, sauf si elles sont certaines nominatives avec des noms d'entreprise, nous ne les intégrerons pas à ce moment-là, ou nous allons les anonymiser. Mais nous intégrerons les questions et les réponses, comme ça l'ensemble des élus pourront retrouver les questions-réponses du cabinet. Parfait. Alors, pour conclure, j'ai bien compris, nous sommes en période de transition. On a bien compris que les impacts économiques de la crise vont s'approfondir dans les mois à venir, surtout pour les entreprises qui sont déjà précaires, vous nous l'avez signalé. On a bien compris aussi que nos élus vont avoir des priorités à gérer, que ce soit accompagner les salariés dans la reprise, gérer des priorités de négociation, notamment autour du télétravail, ou encore évaluer les besoins des salariés. J'ai bien noté, Alexandre, que vous avez insisté sur la notion de conseil, sur votre rôle, mais j'insiste aussi, vous avez parlé de la formation et donc à mon tour, en tant qu'organisme de formation, d'insister sur la formation des membres du CSE. Je rappelle que l'IREO vous forme sur toutes ces notions de PSE, rupture conventionnelle, licenciement économique et APC, accord de performance collective. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos organisations syndicales ou vers nous pour effectivement bénéficier de ces droits à formation en tant qu'élu. Je vous remercie à tous de votre participation. Merci Alexandre, merci Yann, qu'on n'a pas entendu beaucoup, mais qu'on entendra certainement, je pense, dans les réponses. Je ne pas trop le micro comme d'habitude. Voilà. Merci en tout cas. Mais, merci à tous, bon courage surtout à tout le monde, bon courage et j'espère à très bientôt. Au revoir. Voilà, et je vous laisse, je vous retrouve moi la semaine prochaine sur un prochain webinaire qui est consacré à la reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du Covid-19. À très bientôt. Cette vidéo, vous pourrez la regarder, la télécharger et la revisionner dès que vous le souhaitez. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.